Matrioshka. On peut citer aussi Alexis de Tocqueville qui disait « Chaque génération est un peuple nouveau » et ça rebondit un petit peu avec ce que vous disiez. Et on va essayer de dessiner le différentiel entre les différentes générations. Pour ça, j'appelle tout de suite la spécialiste des relations entre générations. J'appelle s'il vous plaît Madame Claudine Athias-Donfus, qui est sociologue, à venir nous rejoindre et qui a écrit un livre. Claudine Athias-Donfus, chez Odile Jacob, il y a 2 ans, qui était « Avoir 20 ans ». En 2020, je vous en prie, venez asseoir avec nous, où vous voulez, le siège qui vous plaît le plus, a priori, celui-là. Vous vous rapprochez. Merci, merci d'être là. Vous êtes directrice de recherche à la retraite, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Vous êtes une spécialiste internationalement reconnue des relations entre générations et vous avez publié de nombreux livres sur la sociologie des générations, dont le dernier, qui est donc Avoir 20 ans en 2020, que vous avez écrit avec Martine Ségalen, une ethnologue française, spécialiste de la famille et des questions culturelles en Europe, qui est aujourd'hui disparue et à qui on rend hommage ce soir. Je vais vous demander de prendre le micro. Oui, je tiens à rendre vraiment hommage à Martine Ségalen, qui est une grande anthropologue et qui a été un guide pour plusieurs générations d'étudiants. Donc, et avec qui j'ai écrit quatre ouvrages. Donc c'est une amie très chère et c'est une grande... voilà. C'est important qu'on pense important. À elle ce soir. Alors voilà, merci d'être là. Vous m'avez invité à propos de ce livre, Avoir 20 ans en 2020. Et normalement, elle aurait dû être aussi à la tribune avec moi. Voilà, c'est pour ça que je tiens à ce qu'on ait une pensée pour elle. On l'a. Dites-moi, quand vous entendez Grégoire et William parler, qui eux ont eu 20 ans en 2020, en l'occurrence, ça résonne forcément avec tout le travail que vous avez mené et ce qu'on retrouve dans votre livre. Qu'est-ce que ça veut dire être jeune en 2020 par rapport à être jeune en 1920 ou être jeune en 1945 ou être jeune en 1970 ou 77 comme moi? C'est quoi la différence d'être jeune Si vous permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais un peu réagir par rapport à ce que j'ai entendu sur l'engagement de la jeunesse qui m'a fortement intéressée. Et je voulais vous poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas aller même un peu plus loin ? C'est-à-dire qu'il y ait une vraie représentation politique de la jeunesse, comme ça existe en Finlande. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes, comme parfois les émeutes de jeunes, tout, qui auraient pu être évités s'il y avait une vraie représentation. C'est-à-dire pas seulement des engagements très intéressants que vous faites, mais qu'il y ait des votes et qu'il y ait des personnes qui sont représentées dans les instances de pouvoir, au Sénat, au Parlement, et qui représentent, qui sont élus par des jeunes. Et ça, en Finlande, ça existe depuis toujours ? En Finlande, j'ai trouvé ça formidable. Et ce sont des jeunes qui, évidemment, qui sont là pendant quelque temps et qui souvent font des carrières politiques après. Mais c'est l'ensemble de la jeunesse qui est mobilisée pour voter et pour faire valoir leurs préoccupations. Donc c'est un autre niveau encore que ce que vous faites. Voilà, je voulais juste vous en parler parce que j'ai trouvé très intéressante toutes ces actions que vous faites. Et en quoi est-ce que c'est intéressant ça, par exemple, quand les jeunes peuvent être dans les instances politiques en amont, outre le fait d'éviter les violences liées à une frustration du silence, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils portent aussi? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur ce modèle finlandais? C'est-à-dire qu'il y a des préoccupations particulières. Bon, c'est vrai, là vous en avez parlé, il y a des questions du monde du travail, de l'entrée, de la jeunesse, de toutes les aides apportées aux jeunes, mais que ce soit vraiment représentatif des préoccupations et des désirs et des demandes de la jeunesse, mais que ce soit une représentation formalisée, voilà, qui n'existe pas dans beaucoup de pays, mais je crois que ce serait intéressant. Et actuellement, étant donné le progrès qu'il y a et la transformation de cette nouvelle génération, je crois que peut-être, si vous pouviez y penser, ce serait bien. Créer une implication là-dessus, le faire savoir, le faire connaître, raisonner. raisonner. L'application, on va la créer avec vous, avec plaisir. Non, mais c'est ce que je disais au départ, quand je disais que moins d'un élu sur 10 a moins de 30 ans.
le manque de représentativité en politique, il est particulièrement fort, et en même temps il rentre aussi en résonance avec l'abstention. Quand vous avez dans une commune aucun élu qui a... Mais excusez-moi, mais ce n'est pas la question de l'âge, c'est la question d'une représentation politique d'une génération. C'est autre chose, parce que... Quelle est la différence? Parce que vous pouvez avoir des élus qui sont jeunes ou des élus qui sont plus âgés et qui peuvent aussi bien prendre en compte les préoccupations des jeunes. Ce n'est pas l'âge des élus qui compte, ce n'est pas ça qui est important. C'est que ce soit la représentation politique d'une catégorie de population, et la génération a une génération de jeunes a des problèmes spécifiques. Vous avez rappelé la citation de Tocqueville, chaque nouvelle génération est un peuple nouveau, en démocratie surtout. Et donc, il y a là à faire passer les demandes et les messages d'une génération. C'est autre chose. Moi, ma conviction profonde, c'est quand même que si on veut que cette représentation s'incarne, il faut des jeunes aussi pour la porter, parce que qui mieux qu'un jeune pour comprendre, à l'échelle locale notamment, ce que peut ressentir notre génération, quelles sont ses aspirations, quels sont ses combats. Oui, bien sûr. Donc ça a du sens aussi que cette représentation s'incarne. Bien sûr, vous avez raison. Voilà. Je voulais juste un peu réagir là-dessus. J'aimerais souligner un autre point, pardon, je me permets, mais c'est aussi pour vous poser la question. Vous parlez de la jeunesse d'une génération, la citation de Tocqueville, un nouveau peuple. Moi, je suis partisan de parler au pluriel. Je parle des jeunes, je parle des jeunesses, parce que c'est une génération certes, mais quand on est jeune, qu'on vit dans un territoire rural, quand on est jeune, qu'on vit dans un centre-ville, et j'aimerais qu'on souligne ça, c'est que c'est pas la génération, les jeunes, c'est pas un ensemble uniforme. Ça reste, quand on vit, par exemple, en territoire rural, une des principales idées, c'est comment je me déplace, comment j'accède à... Mais ça, c'est transgénérationnel pour le coup. Oui, bien sûr. Non, mais donc après, il y a des abscisses et des ordonnées en tout, bien sûr. C'est juste pour le propos de parler des jeunesses. Et donc, pour la représentation, dans le projet Ta Voix compte, dans lequel je suis, nous, on propose, par exemple, de créer des binômes députés jeunes pour qu'il y ait justement cette représentation et que, par exemple, les jeunes aient le même poids dans le vote des lois. Oui. Alors, pour la diversité de la jeunesse, vous avez tout à fait raison, et tous les sociologues de la jeunesse ont écrit sur la planète des jeunes et ont montré la grande diversité dans urbaine, dans les quartiers, dans la périphérie. Évidemment, en fonction des familles, il y a une très grande... Alors ça c'est bien entendu, et c'est vrai qu'il faut le rappeler. Vous avez parfaitement raison qu'il faut le rappeler. Bien entendu. Mais revenons quand même sur ce qui fait le commun et sur les caractéristiques qu'on peut trouver d'une certaine façon. Je me permets de revenir sur... pour essayer de voir au travers de l'histoire comment finalement aujourd'hui... Vous avez posé une question. Alors, dans une précédente enquête que j'ai faite il y a déjà bien longtemps, on posait la question à un échantillon des personnes de différents âges. Qu'est-ce qui a marqué, à votre avis, qu'est-ce qui a marqué votre génération? Et on aperçoit, on trouve des questions assez concordantes selon les âges. Et donc, pour répondre à votre question, les personnes qui sont nées, les grands-parents, enfin, à l'époque où j'avais fait cette enquête, les grands-parents, c'était les arrière-grands-parents d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'était la guerre. C'était la génération de la guerre. Ils ont vécu la guerre de 14, enfants. Ensuite, la guerre de 45. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie. Et donc, quand on a interrogé les gens, c'était la guerre. Ils ont été formés complètement, imprégnés de la guerre. Les autres, ce qu'on appelle les baby-boomers maintenant, évidemment, ils ont été marqués par les mouvements de 68. Ils ont été marqués par les mouvements de 68 et par les grands mouvements féministes d'émancipation des femmes, qui sont critiqués aujourd'hui par les néo-féministes parce qu'ils considèrent que c'est la blanchité qui étaient des féministes et qui développaient ces revendications. Mais je crois qu'on oublie ce que c'était à l'époque de 68 et tout ce que ces anciennes féministes universalistes ont apporté. Hein, il n'y avait pas... il fallait demander l'autorisation du mari. Une femme devait demander l'autorisation du mari pour ouvrir un compte en banque. Hein, et l'autorisation du père ou du mari pour travailler. Elle n'avait pas le droit
d'entrer à Polytechnique, n'a pas le droit d'entrer dans un certain nombre, pas le droit de conduire des bus. Bon, il y a eu des choses, il y a eu des... je ne parle pas de la contraception et de l'avortement. Donc on comprend bien que ce qui caractérise, au travers de ce que vous dites, une génération, c'est ce qui l'a marqué, c'est ce qui la façonne d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on entend Grégoire ou William, dans leur volonté de prendre la parole, de se faire entendre, d'investir le débat public d'une certaine façon, de se sentir responsable de la planète dans laquelle ils évoluent et pour laquelle, dont ils ont hérité et qui doivent continuer à perdurer, cette responsabilité-là, est-ce que c'est quelque chose de différent chez cette génération qui a 20 ans en 2020, ou est-ce que vous avez l'impression que finalement... Ah non, c'est très différent. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est si différent? Ce que nous avons dit, c'est que c'est une génération tout à fait exceptionnelle. Pourquoi? Exceptionnelle, très différente de toutes les autres. En quoi? Parce que c'est la première génération qui est née et qui a été formée dans la civilisation numérique, qui est née avec Internet et qui est formée avec Internet. Ça a complètement changé, complètement les relations. Et alors, en plus, c'est une génération qui a bénéficié d'un mode d'éducation tout à fait différent des générations précédentes. On est sorti du patriarcat, à peine sorti du patriarcat, les modes d'éducation se sont transformés, sont beaucoup plus souples, beaucoup moins autoritaires, et l'éducation est orientée vers l'acquisition de l'autonomie des jeunes et le développement de la personnalité. Donc c'est une génération qui n'a pas subi l'autoritarisme des parents, entre guillemets, c'est pour aller vite que j'ai dit ça, mais il y a vraiment un changement par rapport aux générations précédentes. Dans ce rapport à la verticalité, à l'autorité, une nouvelle horizontalité venant des réseaux numériques. C'est ce qu'on a appelé une génération horizontale. C'est-à-dire qu'il y a il y a toujours des contingences. Les relations significatives se font plutôt au sein de la génération, entre pères, PIRS, et beaucoup moins avec les parents. Et ça, c'est le numérique qui en est la cause? C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, alors il y a plusieurs choses. Il y a les réseaux sociaux et il y a la transformation des modes d'éducation qui permettent finalement beaucoup plus de liberté et d'autonomie des jeunes. Et donc c'est une génération qui se forme dans une direction horizontale et elle rompt avec ce qui a été de tout temps, ce qui s'est formé de tout temps. Chaque génération se formait par opposition et confrontation avec la génération précédente. C'est-à-dire que la référence, c'est toujours la génération précédente. Et on est pour, on est contre, mais ça a été tout le temps, de tout temps, dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations. Et c'est la première fois que cette génération se construit et construit sa sociabilité par rapport à ses pairs, dans un en-soi, dans un entre-soi. Et elle n'est ni pour ni contre la génération précédente. Simplement, elle se construit à côté, en dehors. Elle se construit ailleurs. En dehors d'elle. Et c'est la première fois. C'est une génération horizontale. Et donc, il y a aussi un déficit de transmission aussi par rapport à ça. Mais on parle aussi du paradoxe générationnel. Elle est très paradoxale, cette génération, parce qu'il y a une forme de rejet, enfin ou de non-intérêt par rapport aux aînés, par rapport aux générations antérieures, mais c'est la première génération qui a des relations affectueuses et des bonnes relations intergénérationnelles. Alors expliquez-nous ce paradoxe. C'est-à-dire que l'évolution de la famille, l'évolution des modes d'éducation, les transformations des rôles dans la famille. J'avais fait avec Martine Segalen plusieurs enquêtes sur les grands-parents, la grand-parenté, et les grands-parents deviennent une figure importante dans la famille, sans doute probablement aussi développée parce que les femmes travaillent et que les grands-parents sont appelés à la rescousse pour participer
pour aider à l'éducation des enfants. Donc ils sont plus proches de la famille. Avec les retraites, ils ont les moyens d'aider la famille. Donc ils apportent des aides financières pour les études, des aides patrimoniales. Ils sont souvent appelés à la rescousse en cas de crise familiale, de divorce. Donc ils deviennent des piliers, une sorte de figure centrale de la famille. Ce que vient de décrire là, excusez-moi, ce paradoxe justement par rapport aux aînés, à la fois cette sorte de rupture dans la transmission puisqu'on se construit par rapport à ses pairs, et dans le même temps cette sorte de tendresse pour ces aînés, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous paraît juste dans l'analyse sociologique de votre vécu ? De mon vécu, en tout cas, complètement. Moi, mes deux parents travaillaient, quand j'étais petit, travaillaient. Donc, c'était ma grand-mère maternelle qui venait me chercher à l'école. C'était ma grand-mère maternelle chez qui je passais mes mercredis après-midi, mes vacances, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui fait énormément écho. Et dans le rapport à la transmission qui ne passe pas par là non plus, juste la tendresse, ça parle aussi ? Parce que c'est limité à la famille. C'est limité. Ces relations interpersonnelles qui sont des relations bonnes, plus bonnes qu'elles n'ont jamais été dans l'histoire. Parce que tout le XXe siècle est émaillé de conflits de génération, de conflits à la fois souvent violents. Et pas seulement le conflit de 68, mais il y a eu régulièrement des conflits. Ce sont des conflits de pouvoir parce que les jeunes n'avaient pas d'autonomie, qu'ils étaient écrasés un peu par l'autorité des parents. Et donc ça a disparu et ça a été remplacé finalement par une grande ouverture, une souplesse d'éducation et des liens entre générations très affectueux au sein de la famille. Mais en dehors de la famille, il y a peu de liens entre générations. Une dernière question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que ce n'est pas justement aussi la tendresse qu'on peut avoir pour nos enfants aujourd'hui, le souci qu'on a pour nos enfants, qui structure ces liens? C'est-à-dire qu'on sait qu'ils se construisent à l'horizontale et on leur fait confiance d'une certaine façon, donc on les accompagne plus avec de la tendresse, et ça aussi, ça joue sur l'autonomisation d'une génération. Oui, bien sûr, la tendresse est importante, mais comme on l'a dit jusqu'à maintenant, la transmission aussi est importante. Or, il y a une sorte de rejet, de refus de la transmission, de refus de ce que peuvent apporter les plus âgés. C'est ce qu'on observe en tout cas. Il y a même dans, par exemple, prenons l'exemple du féminisme. Les néo-féministes dites intersectionnelles, comme vous l'avez bien montré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas défendre la cause des femmes sans défendre aussi la cause de ceux qui sont victimes de racisme, sans défendre aussi l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, etc. Ça s'appelle le féminisme intersectionnel. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à défendre la cause des femmes. Et donc, on critique beaucoup les vieilles féministes, dont je fais partie, qui sont des universalistes et pour qui la lutte pour les femmes, et qui ont apporté beaucoup, enfin dans les années 70. Et donc, il y a un peu un rejet. Et vous disiez qu'il n'y a pas beaucoup de tolérance dans les discussions. Mais ça, on le ressent avec certaines catégories de jeunes. Et dans notre enquête auprès des jeunes, certains se plaignent de l'intolérance. C'est-à-dire qu'il faut suivre un certain nombre d'idées, pardon. Et c'est vrai que c'est un sujet aussi, ce rapport à l'intolérance. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir dressé d'une certaine façon le portrait de ces jeunesses, mais de ce qui les caractérise, de ce qui les construit, leur abscisse, leur ordonnée, leur transmission horizontale, verticale. Ça nous donne aussi quelques éléments. Merci beaucoup à vous, Claudine Athias-Donfus. Merci. Matrioshka.